Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du GWACAF. Merci d'être si nombreux et nombreuses à nous suivre. C'est donc le deuxième webinaire de la saison 2021 des webinaires du GWACAF qui porte sur la préparation et la lutte en cas de déversement d'hydrocarbures. Je vais d'abord vous donner quelques détails techniques le temps que tous les participantes nous rejoignent. Vous avez sur votre écran un chat dans lequel vous pouvez échanger, poser des questions aux intervenants, questions auxquelles nous tâcherons de répondre à la toute fin du webinaire. Ce webinaire, pour rappel, durera 1 heure. Ensuite, vous avez également un onglet téléchargement au-dessus de l'endroit où vous tapez votre message dans le chat. Qui vous permettra de télécharger les présentations de ce webinaire et d'autres documents, le programme, etc. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton se reconnecter qui est rouge en haut de votre écran. Et enfin, je vous rappelle que tous les webinaires du GWACAF sont disponibles en replay sur notre site internet giwacaf.net. Et vous aurez aussi la possibilité d'y retrouver tous les documents qui seront partagés pendant ce webinaire. En attendant encore que tout le monde se connecte, je me présente rapidement. Je m'appelle Chloé Gondo, je suis coordinatrice du projet GWACAF. J'ai avec moi aujourd'hui Frédéric Marignac, qui est directeur de la Société d'Emery et qui interviendra lors de ce webinaire. Et je salue également Émilie Canova, la chef du projet GWACAF, qui est en coulisses et qui m'aide pour les éventuels problèmes techniques et le chat de ce webinaire. J'enchaîne donc sur la présentation du projet GWACAF pour ceux et celles d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, après une première série de webinaires organisés l'an dernier sur les grands principes et le cadre général de la préparation et de la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, dont, encore une fois, vous pouvez retrouver tous les épisodes en replay sur notre site internet, cette nouvelle saison et ce deuxième webinaire en particulier se concentrera sur des sujets un peu plus spécifiques de la lutte et de la préparation en cas de déversement d'hydrocarbures. Plus précisément sur le projet GWACAF. Ce projet a été lancé en 2006 dans le cadre de l'initiative mondiale, elle-même lancée en 1996, entre l'OMI, donc l'Organisation maritime internationale, qui est l'institution spécialisée des Nations Unies chargée de la sécurité, de la navigation et de la protection du milieu marin, et l'IPIECA, qui est l'association de l'industrie pétrolière et gazière pour l'amélioration des performances sociales et environnementales. Le but du projet GWACAF est de promouvoir la coopération entre les gouvernements et l'industrie dans l'esprit de la convention OPRC 90, qui est véritablement la convention clé pour la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures. Cette convention vous a d'ailleurs été présentée pour rappel pendant les webinaires numéro 2 et 3 de la saison 2020. L'objectif principal du projet GWACAF est de renforcer les capacités des 22 pays partenaires à se préparer et à lutter en cas de déversement d'hydrocarbures, afin de mieux protéger leur environnement marin et côtier. Pour cela, nous agissons dans la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique australe, qui est composée des 22 pays que vous pouvez voir sur la carte à l'écran. Et nous organisons des activités qui peuvent être des ateliers nationaux et sous-régionaux, des formations, des exercices, une conférence qui a lieu chaque 2 ans et des activités d'assistance technique. Voici en bref à l'écran un résumé du projet et de son fonctionnement. Donc ce graphique se lit depuis le haut dans le sens des aiguilles d'une montre. Je commence par le petit carré vert. Le projet GWACAF est donc un projet commun au secteur public et privé qui vise à réduire les impacts des pollutions marines par hydrocarbures. Comme vous l'avez aperçu dans la diapositive précédente, nous soutenons 22 pays africains partenaires dans le renforcement et la mise en œuvre de leurs systèmes nationaux de préparation et de lutte.
Nous maintenons un lien permanent avec les parties prenantes afin de fournir des solutions de renforcement de capacité qui sont véritablement adaptées aux besoins de nos pays partenaires. Nous organisons pour cela différents types d'activités, dont des ateliers, des formations, des exercices, etc. Nous cherchons à promouvoir une meilleure communication et coopération entre les gouvernements et le secteur privé, et nous encourageons la ratification et la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes de l'OMI et d'autres organisations. Et comme je vous le disais précédemment, nous œuvrons toujours dans l'esprit de la convention OPRC 90. S'agissant de cette deuxième saison des webinaires du JWACAF, nous sommes donc appuyés sur la première saison qui a été diffusée de juin à décembre 2020. Cette nouvelle série, en 2021, couvrira des sujets plus spécifiques liés à la préparation et à la lutte en cas de déversement d'hydrocarbures. Le premier webinaire était dédié au plan national d'intervention d'urgence et à ses annexes. Il était diffusé en avril. Ce mois-ci, nous dédions notre épisode à la gestion des déchets en cas de déversement d'hydrocarbures. Pour ce webinaire numéro 2 aujourd'hui, nous avons les objectifs suivants. Il devrait vous permettre d'avoir une vision d'ensemble des différents aspects et phases de la gestion des déchets suite à un déversement d'hydrocarbures en mer. Ce webinaire devrait vous permettre de comprendre l'interdépendance entre les stratégies de lutte à terre et la gestion des déchets, ainsi que l'importance de planifier véritablement cette interdépendance dès les premières étapes des opérations de nettoyage du littoral. Et enfin, ce webinaire devrait vous permettre de comprendre l'importance d'avoir préalablement mis en place une politique et une stratégie de gestion des déchets qui constitue véritablement un élément essentiel de tout plan d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures. Pour cela, aujourd'hui, j'ai avec moi Monsieur Frédéric Marignac, que vous avez vu tout à l'heure, qui vous présentera deux sujets à raison de 2 fois 15 minutes environ. La première présentation portera sur les principes généraux et les différents types de déchets. Et la deuxième présentation portera sur les différentes phases du cycle de gestion des déchets et l'importance de sa planification et son inclusion dans le plan national d'intervention d'urgence. Notez que le programme de ce webinaire est à retrouver dans les documents mis à votre disposition en téléchargement. Je vous remercie pour votre attention. Pour en savoir plus sur le projet JWACAF, vous pouvez consulter notre site internet jwacaf.net en version français ou anglais. Vous pouvez également nous suivre sur notre page LinkedIn. Je laisse maintenant la parole à Frédéric Marignac pour sa première présentation. À tout à l'heure. Bien, bonjour à tous. Déjà, alors, je vais afficher donc la première présentation. Voilà, donc comme évoqué, la thématique de cette présentation concerne la gestion des déchets issus d'une pollution pétrolière. Donc nous allons voir dans cette première partie tous les principes généraux de cette gestion de déchets. Avant de démarrer, je vais me présenter brièvement. Donc Frédéric Marignac, je travaille depuis près de 20 ans maintenant dans la dépollution maritime. Je suis intervenu sur plus d'une cinquantaine de cas comme coordinateur de chantier en France ou à l'international. J'interviens également sur tout ce qui aide à la préparation à la lutte, par la réalisation de formations, d'exercices ou encore de révision de plans de lutte. Et ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec le JWACAF comme consultant. Voilà, en termes d'introduction, donc la gestion des déchets est une activité souvent sous-estimée dans la lutte. Donc, ce qui est une erreur importante, car une mauvaise approche peut bloquer les opérations de nettoyage. De plus, vous allez voir que le coût final de ce traitement de déchets peut être extrêmement élevé. C'est en général l'une des parties les plus onéreuses de la gestion de la dépollution. En termes de volume de déchets, donc cela dépend de la nature du polluant. En général, pour un hydrocarbure léger, le volume est moindre. Par contre, pour les produits de moyenne à haute viscosité, très pâteux, très collants,
le volume déversé peut atteindre jusqu'à 10 fois donc son volume une fois arrivé à la côte. Pour illustrer cet exemple, donc on peut reparler de l'Erika en 1999. Il y avait environ 20 000 tonnes de déversés pour au final 260 000 tonnes de déchets collectés. Et il a fallu près de 4 ans pour traiter ces déchets pour un budget final d'environ 53 millions. Donc c'est voilà, pour vous montrer que c'est quand même un sujet important qu'il ne faut pas négliger. Concernant l'origine des déchets, il y a deux sources possibles. Tout d'abord, les déchets contaminés par les hydrocarbures et les déchets non contaminés. Concernant les déchets hydrocarbures, deux grandes catégories. Donc les liquides, qui sont issus des opérations de confinement, de récupération en zone maritime, mais également en zone portuaire. Et les solides, donc tout ce qui sera issu du nettoyage côtier. Cela regroupe notamment tout ce qui est pétrole mélangé avec du sédiment, des galets, mais encore les débris végétaux, plastiques et également la faune qui pourrait être impactée. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui rentre en contact avec le pétrole devient un déchet. Cela implique obligatoirement de votre part donc une action de nettoyage et ou de traitement. Concernant les types de déchets non contaminés, ils sont donc issus de la vie en général de chantier. On a toujours ces deux grandes catégories avec les liquides qui comprennent donc les eaux grises, les eaux noires, mais également la catégorie des solides, regroupant donc tout ce qui est macrodéchets, matières organiques, déchets de restauration et également tout ce qui est emballage et bureautique. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que ces déchets non contaminés peuvent être traités dans une filière classique de vos déchets. Il faut éviter de les mélanger à ces déchets hydrocarburés. En effet, le coût de traitement d'un déchet hydrocarburé est beaucoup plus important. Donc, c'est intéressant pour vous de vraiment dissocier ces deux types de déchets. Concernant les déchets hydrocarbures, donc on a parlé des déchets solides, des déchets liquides, il y a également tout ce qui est végétaux, macrodéchets et faune. Il faut savoir qu'il y a un traitement spécifique pour chaque type de déchets. On ne va pas traiter de la même manière des sédiments pétrolés que des matières plastiques contaminées. Donc, il est important de dissocier ces différents types de déchets. On parle de caractérisation, c'est-à-dire qu'on va les collecter et les stocker d'une manière séparée. Il faut également penser à marquer ces différents contenants pour éviter toute manipulation inutile, ce qui va faciliter également tout ce qui est suivi et traçabilité de ce déchet dans le temps. Donc par exemple, vous avez cette photo en bas à gauche de la diapositive où on voit donc des terres polluées mélangées avec tout ce qui est reste de restauration, etc. C'est vraiment l'exemple qu'il faut éviter de reproduire. Il y a plusieurs actions que l'on peut mettre en place afin de minimiser le volume des déchets collectés. Donc la première va être d'évacuer avant l'arrivée du pétrole sur le littoral l'ensemble donc des matériaux qui pourraient être contaminés par le pétrole. Donc ça concerne notamment tous les volumes de bois, d'algues, mais encore de macrodéchets. Mais ça concerne également tout ce qui est économie, notamment de la pêche, avec les engins de pêche et les bateaux, mais également l'hôtellerie. Donc si vous avez le temps, pensez à évacuer l'ensemble de ces matériaux. Il est également possible de minimiser le volume en ayant une collecte sélective. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une collecte sélective? Le but est d'optimiser au maximum donc ce taux de récupération du polluant, tout en minimisant l'enlèvement des sédiments jugés propres. Donc, dans le cadre de la lutte en mer, il y a différents types de récupérateurs qui sont plus ou moins sélectifs, c'est-à-dire qui vont prendre un volume plus ou moins important d'eau. On va essayer de travailler donc avec des écrémeurs les plus sélectifs possibles, mais également de prévoir des opérations de décantation afin de concentrer le produit et minimiser ce volume. Ça va être également le cas au niveau de la lutte à terre, où on voit donc ce monsieur avec une pelle en bas à gauche de votre diapositive. On voit qu'il a tendance à prendre en gros 3/4 de sédiments propres pour 1/4 de pétrole. Ça va être la même problématique avec les engins de travaux publics. On peut prendre un volume important de pétrole, de matériaux propres.
Votre problématique, c'est qu'une fois que mélangés, les sédiments propres et les hydrocarbures devront être traités de la même manière. Donc, il faut au maximum limiter ces volumes de sédiments. Une autre action envisageable, ça va être de privilégier donc les techniques de nettoyage qui génèrent le moins de déchets possible. C'est notamment dans le cas de la lutte en mer, où on peut utiliser donc les techniques de dispersion ou encore de brûlage in situ. Donc ces techniques ont l'avantage de diminuer le volume de pétrole à la surface de l'eau. Donc si vous avez moins de volume à la surface, vous aurez moins de pétrole qui va contaminer votre littoral. Donc ça, ce sont des options envisageables. C'est un petit peu le même principe sur la lutte à terre. On l'a déjà vu lors du webinaire de décembre dernier sur les techniques de lutte. Vous avez différentes techniques qui génèrent moins de volume de déchets. C'est notamment le cas des opérations de lavage. On peut voir en haut le principe d'injection d'eau de mer dans une zone sableuse afin de saturer le milieu et pouvoir faire ressortir le pétrole, qui est rendu à nouveau flottant, peut être récupéré par des absorbants. C'est le cas également avec la technique de surfwashing, qui utilise la dynamique des vagues pour séparer donc le polluant des sédiments. Même principe pour le lavage des galets. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour le lavage de galets. Il est beaucoup plus intéressant de prévoir un nettoyage sur zone directement afin de traiter ces galets. Donc voilà quelques exemples de techniques qui génèrent moins de déchets. On peut également avoir une autre action afin de limiter les pollutions secondaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En partie haute de la diapositive, vous avez donc plusieurs exemples de ce qu'il ne faut pas faire. On peut voir une zone de collecte où les opérateurs transfèrent du produit de la zone de collecte vers le site de stockage. On peut voir de nombreuses coulées et surtout une absence de protection au niveau du sol. Même exemple au niveau du stockage sur la photo du milieu en haut. On voit que les sacs sont renversés, mal stockés, pas suffisamment sécurisés et ont tendance à contaminer le sol. C'est le même principe pour les différents stockages. Il faut vraiment sécuriser ce déchet. Le principe qu'il faut respecter, c'est donc de baliser une zone spécifique et surtout de protéger cette zone par l'installation d'une couche de géotextile ou une couche de plastique qui va limiter les infiltrations et surtout de contaminer ces zones. Au niveau de l'exemple, vous avez donc cette photo en bas à droite où on peut se rendre compte de différents types de stockage en haut de plage, donc protégés par une couche de géotextile et notamment les accès des opérateurs au site de collecte. Donc on va tenter de limiter ces pollutions secondaires. Autre action envisageable concerne d'utiliser de manière optimale, de manière raisonnée, donc les différents équipements. C'est notamment le cas sur les produits absorbants. On peut voir deux photos sur la diapositive, sur la partie haute, donc de surutilisation de produits absorbants. Donc on voit que ces produits restent relativement blancs, ça veut dire qu'ils ont récupéré peu de produits, peu de pétrole. Par contre, votre problème, c'est que vous devrez gérer ces déchets comme des déchets hydrocarbures, donc avec un taux assez élevé au niveau du coût de traitement. Il est également envisageable de réutiliser les équipements, notamment de protection du personnel. On peut voir donc prévoir des sites de décontamination pour que les gens puissent nettoyer leur équipement et pouvoir réutiliser ces équipements. Il faut vraiment éviter de remplacer toutes les demi-journées, toutes les journées, ces équipements de protection qui vont augmenter le volume de déchets. Une autre option envisageable va être de réutiliser les équipements de lutte. Donc, si l'équipement n'est pas endommagé,
On peut prévoir des zones de lavage, de décontamination, où on va donc nettoyer l'équipement afin de pouvoir le réutiliser sur un autre site. Donc voilà l'ensemble d'actions qui peuvent minimiser le volume des déchets. On va parler maintenant du cadre législatif des déchets. En effet, pour moi, c'est une phase importante au niveau de votre préparation sur la gestion des déchets. C'est qu'il faut connaître impérativement le cadre législatif, soit de votre organisation, soit de votre pays. En effet, en fonction des différentes conventions que vous avez pu ratifier, vous aurez sûrement des spécificités au niveau du cadre d'intervention. Ça peut être notamment, on en a parlé sur les techniques de lutte. Est-ce qu'il est possible de disperser au niveau de votre pays et sous quelles limites? Ou encore, est-ce que le brûlage in situ est envisageable et encore une fois, sous quelles limites? On peut également évoquer tous les seuils de rejet des hydrocarbures en milieu naturel. En général, ce seuil peut varier en fonction de la législation de chaque pays. Donc, je vous ai précisé plusieurs exemples de conventions, notamment la convention de Bâle qui contrôle les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux. Ça veut dire que vous pouvez prendre cette option. Si vous estimez que votre pays n'est pas assez préparé ou ne dispose pas assez de filières de traitement, vous pouvez prendre le choix d'évacuer vos déchets dans un autre pays. Donc la convention de Bâle va donner un cadre réglementaire, surtout savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire pour pouvoir évacuer ces déchets. Donc encore une fois, vérifiez bien au niveau de votre pays quel est le cadre, quel est vraiment le domaine dans lequel vous pouvez intervenir. En termes de recommandations par rapport à cette première présentation sur les principes généraux, donc j'espère que vous avez compris qu'il est important de ne pas séparer la gestion des déchets et les opérations de lutte en mer ou à terre. Il est en général recommandé de désigner un coordinateur déchets avec différents référents sur site. Donc ces derniers vont préparer et développer des procédures adaptées concernant la collecte, le tri ou encore le stockage des déchets. Toutefois, ces affichages de procédures ne sont pas suffisants. Il convient également de former le personnel sur comment utiliser les équipements de protection, comment se décontaminer correctement pour pouvoir réutiliser ces équipements. Tout ce qui est notion de sécurité du personnel et du public, c'est une notion extrêmement importante également. Et enfin, se concentrer sur la formation du personnel, à savoir comment récupérer les hydrocarbures, en garantissant une bonne sélectivité et surtout des protections de sol adaptées. Il convient également de parler de tout ce qui est consigne de stockage. Comment on va stocker ces déchets et surtout comment on va prévoir le tri de ces différents déchets. Voilà, j'en ai terminé avec cette première présentation. Je vous remercie de votre attention et je vais repasser la main maintenant à Chloé par rapport à la question sur cette présentation. Merci beaucoup Frédéric. Tu as donc une question pour nos participants et participantes. Je lance l'outil. Je vous la lis à l'écran. Au sein de votre organisation, pensez-vous que les thèmes abordés dans cette présentation soient pris en considération dans votre préparation à la lutte contre les pollutions accidentelles, oui ou non? Vous pouvez répondre à cette question. Normalement, le sondage apparaît sous le chat en bas à droite de votre écran. Il y a un onglet sondage qui est à déplier vers le haut en cliquant sur la petite flèche. Je vous laisse une petite minute. Frédéric, peux-tu voir les résultats qui s'affichent de notre côté? Oui, ça y est. Les résultats sont plutôt bons. A priori, vous êtes pratiquement 100%. J'ai une petite part de non quand même, mais vous êtes plus de une grosse majorité qui ont déjà inclus les différentes thématiques abordées. Donc, ce qui est plutôt bien. Très bien. Je
Je clôture là pour l'instant et je vais laisser Frédéric enchaîner avec sa prochaine présentation. Ne vous inquiétez pas, il y aura un nouveau petit quiz à la fin de celle-ci. Merci pour vos réponses en tout cas. Frédéric, je change la présentation. Voilà, j'arrive sur la nouvelle présentation. Donc, on va continuer. Merci beaucoup. Merci Chloé. On va donc continuer par cette deuxième présentation qui va présenter les différentes phases. Donc, on était plutôt sur une introduction sur la première présentation. Celle-là, on va rentrer plus dans le détail. Alors, le schéma que vous avez devant les yeux va servir de fil conducteur devant cette présentation, où on va reprendre les différents thèmes qui sont cités. Donc, le point de départ, vous avez une pollution en milieu maritime, avec un déversement d'hydrocarbures qui va donc contaminer votre littoral. La première action à mettre en place va concerner donc tout ce qui est évaluation de la situation. La collecte de ces informations va permettre de prévoir, de préparer un plan d'action qui va définir donc la collecte, le transfert, mais également le stockage de ces déchets. Une fois que ces déchets sont sécurisés, on peut prévoir un deuxième plan d'action qui va détailler en fait les opérations de traitement, à savoir est-ce qu'on peut revaloriser ou est-ce qu'on peut éliminer ces déchets. Il faut garder en tête que l'ensemble des sites qui seront utilisés durant cette phase de traitement de déchets devront être réhabilités. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Concernant l'évaluation, donc les premières questions à se poser, c'est quel est le type de contaminant, de polluant, et quel est son volume. Alors, ces deux notions sont importantes pour prédire un petit peu la durée de chantier. C'est-à-dire combien de temps va durer le chantier. On ne va pas s'installer de la même manière sur un chantier d'une semaine que sur un chantier de plusieurs mois. Donc ça, c'est la première notion, type et volume. La deuxième notion va être de prendre en considération tout ce qui est sensibilité du site. En fonction de cette sensibilité, on va pouvoir choisir les techniques les plus adaptées, celles qui vont générer, donc, comme on l'a vu, le moins de déchets possible, mais également celles qui vont générer le moins d'impact sur l'environnement. Une fois qu'on a pu établir le choix de nos techniques de nettoyage, on va parler d'accessibilité sur le site de collecte. Sur cette photo, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'est pas envisageable d'utiliser des engins. Donc, on va privilégier une intervention piétonne. Et enfin, on va travailler sur les capacités et les possibilités d'accessibilité au site de manière générale. Je reprends l'exemple de cette photo où on peut voir qu'il y a un accès routier qui a permis la mise en place donc de différentes bennes que vous avez plutôt sur la partie du bas. Ces différentes bennes sont donc les capacités de stockage et vous avez encore un complément sur un petit terre-plein juste en bas des bennes qui permet de stocker le polluant. C'est important de prévoir ces capacités, ce qui va permettre d'identifier la fréquence des évacuations. En gros, si vous n'arrivez pas à évacuer au fur et à mesure de la collecte les déchets, vous allez bloquer les opérations de nettoyage. Il faut que ces deux notions se suivent et ne bloquent pas, que l'évacuation ne bloque pas en fait cette collecte. Donc on l'a vu, le plan d'action a permis de définir les techniques de collecte les plus adaptées. On va essayer de former le personnel en fonction de ces principes, à savoir comment collecter, comment stocker et surtout comment caractériser le déchet. Quels sont les types de déchets que l'on va rencontrer et comment on peut les caractériser. Donc ça reprend un petit peu les thématiques de la première présentation avec vous voyez les protections de sol au niveau du stockage. Donc il convient encore, j'insiste là-dessus, sur la formation et la passation des consignes au niveau des opérateurs qui effectuent le nettoyage.
Dès qu'on commence à parler de collecte, il faut déjà avoir anticipé au niveau du stockage, notamment en mer. Donc, vous avez plusieurs exemples d'équipements qui peuvent être utilisés pour stocker les produits en mer. Il faut privilégier en général les stockages à armature rigide, comme on peut le voir à l'écran au milieu. Éviter complètement les stockages autoportants qui résistent très mal au mouvement de la houle et donc qui ont tendance à laisser échapper le pétrole. Vous aurez du pétrole partout sur le pont du navire. On peut également privilégier donc les caissons. Ce sont des caissons avec des systèmes de décantation en partie basse. Il y a d'autres options pour le stockage des liquides, notamment ces capacités flottantes qui sont installées donc à couple du navire récupérateur. Si vous avez énormément de déchets à collecter, on peut également prévoir donc des barges de stockage, comme la photo du milieu, en bas, ou encore des petits tankers. Concernant le stockage à terre, donc on va prendre l'exemple d'une côte impactée. Vous avez 5 sites de collecte. Le premier lieu de stockage va être donc sur le site de collecte. On appelle ça ce stockage primaire. Donc, l'objectif est de collecter et de stocker directement à proximité. Pour désengorger ces différents stockages primaires, on va prévoir un deuxième niveau de stockage qu'on appelle intermédiaire, qui est à faible distance de ces sites de collecte. L'objectif de ces stockages est donc de concentrer le produit. On va recommencer les opérations de tri et surtout on va pouvoir mettre en place les premières opérations de traitement. Si vous avez beaucoup de déchets à traiter, si on est sur une pollution importante, il va falloir prévoir un troisième niveau de stockage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le stockage long terme. Donc, beaucoup plus éloigné des sites de collecte. Ce stockage long terme a vocation surtout de désengorger les stockages intermédiaires, mais surtout de proposer une solution tampon pour permettre de mettre en place toutes les solutions de traitement et d'évacuer au fur et à mesure du traitement vers les sites industriels. Alors, on va voir quelques compléments d'information à ce niveau-là. Au niveau des stockages primaires, donc on en a vu que la durée de vie devait être vraiment limitée, et donc il fallait prévoir un transfert régulier. Au niveau des contenants, il y a énormément de possibilités. Déjà, il faut que vous ayez de la disponibilité, c'est le premier point. Mais on va également choisir son contenant en fonction du type de déchet. Donc, qu'il soit liquide ou solide, c'est important de bien choisir le mode de contenant, et surtout en fonction des moyens logistiques. Cela va dépendre en fait du mode d'évacuation. Si vous devez prévoir une option piétonne, donc une évacuation manuelle, autant privilégier des contenants faciles à manipuler et plutôt légers. Il est également important de prévoir donc de protéger, de sécuriser les déchets en fonction des conditions climatiques. Vous avez donc deux photos sur la partie basse de votre diapositive. On voit donc sur la première photo une série de stockages à armature rigide, donc remplis par des opérations de pompage. La nuit suivante, il y a eu une tempête et ces stockages ont été renversés avec le polluant qui est retourné sur le site. Donc on repart de zéro. Voilà, il est vraiment important de pouvoir sécuriser ces déchets collectés. Concernant le stockage intermédiaire, donc là on voit que la localisation est proche du site de collecte. Par contre, sa durée de vie est supérieure. Donc on se sert des sites intermédiaires pour préparer tout ce qui est action de traitement, mais également de stockage. On va concentrer les différents types de produits. Donc on prévoit pour soi des rétentions beaucoup plus grandes. Ce qui est important, c'est d'éviter toute imprégnation du sol. On ne veut surtout pas que le produit pénètre dans le sol. C'est pourquoi on va mettre en place des géomembranes, ce qu'on appelle. Vous avez une image là, côté droit de la diapositive. On va mettre en place ces géomembranes qui sont soudées, qui permettent d'étanchéifier complètement la rétention. Ces sites sont beaucoup plus compliqués à gérer car il faut donc garantir la sécurité des différents intervenants.
aussi bien au niveau du trafic routier, mais également des personnes qui travaillent. Donc il faut vraiment travailler, passer du temps sur la sécurisation de ces sites, les consignes à mettre en place. Il y a également donc les stockages long terme. Là encore une fois, on se trouve sur une durée de vie beaucoup plus grande, avec des capacités très importantes. Vous avez un exemple ici sur la gauche où on part sur le même principe, garantir l'étanchéité de la rétention par la mise en place de géomembranes. On voit que les volumes sont importants et vont servir donc à transférer au fur et à mesure vers les sites de traitement. Il est important de prévoir donc un suivi dans le temps, que ces capacités restent en état fonctionnel le plus longtemps possible. Donc nous avons évoqué la collecte, nous avons évoqué les stockages, il faut parler maintenant des transferts. L'un des plus compliqués consiste à transférer les déchets du site de collecte vers les premiers sites de stockage. Là encore, pour prendre la meilleure décision, choisir le meilleur type de transfert possible, il faut se poser les bonnes questions, à savoir quel est le volume de pétrole à transférer, quelle est la distance à parcourir, et surtout quelle va être l'accessibilité et la sensibilité du milieu. En fonction de ces différentes réponses, vous serez à même de choisir la meilleure solution. Alors ça peut être une solution piétonne, hein, c'est-à-dire on va évacuer manuellement les déchets. On peut prévoir également l'utilisation d'engins de travaux publics. Il est en général recommandé d'utiliser des quads, hein. Ce sont des petits engins en bas à gauche, là, équipés de pneus basse pression qui sont très peu marquants au niveau de l'environnement. Dans certains cas, vous n'aurez pas le choix que de prévoir une évacuation par voie maritime, par bateau, ou encore par voie aérienne, par hélicoptère. Dans tous les cas, gardez en tête qu'il faut causer le moindre impact possible au niveau de l'environnement, quitte à utiliser par moment donc des moyens comme des chevaux ou des ânes. Hein. Ça a déjà été fait dans certains cas de figure. Nous allons aborder maintenant toute la problématique du transfert routier. Donc, il faut garantir deux notions. La première, c'est la traçabilité. On veut être sûr donc de suivre correctement le déchet. C'est pourquoi on va utiliser donc un bordereau de suivi. C'est un document qui va retracer un petit peu tout l'historique de ce déchet, d'où il vient, qu'est-ce que c'est exactement, quelles sont les quantités et surtout où il va. On veut connaître les modalités d'élimination. Ce type de document permet d'éviter la perte, entre guillemets, de certains volumes de pétrole dans la nature. C'est déjà arrivé dans certains cas. On va s'intéresser également à une notion de sécurité, c'est-à-dire qu'on peut appliquer la norme ADR, c'est un accord pour le transport international des matières dangereuses, où là, en fait, cette norme impose une formation spécifique du chauffeur, mais également la mise en place d'une homologation et d'un étiquetage des emballages et d'une certification. Donc ce sont différentes mesures pour garantir la sécurité du transfert des matières dangereuses. On a déjà évoqué donc le transfert maritime avec la convention de Bâle. Hein. Ça, je ne reviens pas sur le sujet. Dernier point à évoquer, donc c'est toutes les options de traitement. Il va y avoir donc tous les pré-traitements, où encore une fois l'objectif va être de diminuer le volume des déchets. Donc on peut intervenir sur les liquides de différentes manières, en prévoyant notamment des séparations en eau, par le biais de décantation, de centrifugation, encore de désémulsification. On peut également filtrer les effluents de lavage pour encore séparer les hydrocarbures des liquides et des solides. Concernant les solides, donc on a évoqué toutes les opérations de lavage que l'on peut prévoir sur site ou hors site. Il est également envisageable de prévoir donc des opérations de séchage au niveau des algues pour encore réduire leur volume, ou mettre en place des opérations de criblage, de tamisage afin de pouvoir récupérer du produit sous forme sèche.
Concernant le traitement des déchets, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options envisageables. J'ai retenu les options les plus utilisées. Donc, vous avez tout ce qui est traitement thermique. On va incinérer les matériaux ou les co-incinérer, c'est-à-dire on va utiliser ces matériaux comme combustible pour alimenter les fours des cimenteries notamment. On peut également utiliser tout ce qui est technique de pyrolyse ou désorption thermique, où là on va chauffer les terres polluées entre 300 et 500 degrés afin de faire disparaître donc les hydrocarbures. Il y a également une option de traitement biologique, on parle de biorémédiation, où là, dans ce cas-là, on va épandre les volumes de terre polluées et utiliser des bactéries. Donc ces bactéries vont au fur et à mesure faire disparaître les volumes d'hydrocarbures. Alors le souci de cette technique, c'est que ça nécessite du temps, plusieurs mois en général pour être efficace, et c'est surtout adapté à des terres qui sont faiblement polluées, moins de 5% d'hydrocarbures. Il reste à évoquer maintenant le traitement des déchets par voie physico-chimique. On peut prévoir des lavages par des agents nettoyants, des solvants, ou encore on peut prévoir donc des traitements à la chaux. On parle de stabilisation, c'est-à-dire on va mélanger un volume de chaux vive avec des terres polluées, et la réaction thermique qui s'en dégage va inerter les hydrocarbures et donc les stabiliser. Voici donc une présentation des traitements les plus utilisés. En termes d'élimination finale, on peut dans certains cas recycler certains produits. Ça peut être le cas notamment de produits qu'on appelle purs, liquides, qui peuvent être renvoyés en raffinage pour la conception de fuel notamment. On peut également remettre les matériaux dans le milieu naturel après analyse pour être sûr que ces matériaux sont bien décontaminés. Ou encore, on peut réutiliser ces matériaux dans la construction, dans l'utilisation de remblais, de soubassement, ou encore dans la création de routes. En déchets ultimes, on peut utiliser le principe d'enfouissement, c'est-à-dire qu'on va recréer une rétention un petit peu comme les bacs de stockage long terme, avec l'installation d'une géomembrane. Donc on va concentrer les déchets ultimes dans cette rétention et les recouvrir de terre. C'est une solution utilisée qui demande un suivi important dans le temps, c'est-à-dire on veut voir comment évolue avec les années la rétention, qu'elle garantit toujours cette étanchéité. En termes de conclusion, j'espère que cette présentation vous a convaincu de l'intérêt d'intégrer directement la gestion des déchets dans la coordination de lutte et dans votre plan national. En gros, on recommande souvent de créer une cellule de travail qui va permettre de définir la modalité des aires de stockage, mais également des transports. Qu'est-ce qui sera le plus adapté à votre besoin? Et en dernier lieu, également d'intervenir sur tout ce qui est identification des filières locales de traitement pour en connaître les données d'admission et surtout les coûts et la durée d'un traitement. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je vais repasser la main à Chloé pour la question. Merci beaucoup Frédéric. Je lance donc ce deuxième quiz. La question est la suivante. Est-ce que les filières de déchets sont identifiées dans votre plan national d'intervention d'urgence? Oui ou non? Comme tout à l'heure, le sondage apparaît sous le chat en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit onglet sondage qui est à déplier vers le haut en cliquant sur la flèche. Frédéric, j'en profite pour te remercier pour ces deux présentations et également ton soutien renouvelé au webinaire du GeoACAF, puisque comme tu l'as mentionné, tu faisais également partie des intervenants qui ont présenté les différentes techniques de lutte à terre lors du webinaire de décembre, qui est toujours disponible sur notre site en replay, puisque tu y as fait référence dans ta première présentation. Je laisse encore une petite minute à nos participants pour répondre à ce sondage. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions dans le chat que nous pourrons aborder par la suite.
J'en profite pour vous rappeler que les présentations de Frédéric et la mienne sur le GeoWACAF sont disponibles dans les documents en téléchargement au niveau du chat. Vous pouvez également y trouver des guides, que ce soit par ITOF, le CEDRE ou l'IPIECA, il me semble, ainsi qu'un guide uniquement disponible en anglais par Pozo sur la gestion des déchets en cas de déversement d'hydrocarbures. Je pense que nous avons obtenu un certain nombre de réponses. Je vois que il y a 71% de oui et 28% de non à ta question, Frédéric. As-tu un commentaire à faire? Oui, ça évolue d'ailleurs, je vois que ça évolue toujours. Pour moi, c'est vraiment important d'identifier ces filières de déchets directement dans votre plan d'urgence. Pourquoi? Parce que en fait, déjà les identifier, savoir les options que vous avez au niveau de votre pays, c'est déjà important, mais c'est surtout compliqué de travailler avec ces filières-là. Ça leur demande du temps parce qu'ils ont besoin en fait d'analyse. Ils veulent savoir exactement quel type de déchets vous allez leur fournir, et donc ils ont besoin de temps, faire des analyses, des prélèvements, etc. pour connaître la concentration en sel, en sable, savoir leurs limites au niveau de leurs données d'admission. Donc le problème, c'est que si vous attendez le dernier moment, c'est-à-dire que vous êtes en pleine intervention de dépollution et vous commencez juste à échanger avec vos filières de traitement, vous allez perdre plusieurs mois pour être bien d'accord sur le type de déchets qui est transférable dans telle ou telle filière. Ils vont vous apporter également des limites. On parlait d'incinération. Certains fours ont une certaine ouverture. C'est purement technique, c'est-à-dire l'ouverture du four fait 1 mètre. Donc tout ce qui sera supérieur à 1 mètre en termes de déchets ne pourra pas rentrer dedans. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas l'information en amont, vous allez devoir retravailler sur votre déchet, réduire sa dimension pour qu'il puisse rentrer dans le four. Donc je vous recommande vivement pour ceux-là, la trentaine de pourcents qui n'ont pas prévu d'intégrer ou d'identifier ces filières directement dans votre plan national, de commencer à échanger avec eux pour voir qu'est-ce qui est possible de faire et surtout de voir leurs données d'admission. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Je termine ta présentation pour qu'on nous voit entièrement à l'écran. Voilà. Merci beaucoup pour l'un de ces messages vraiment clés du webinaire. Nous avons un petit quart d'heure pour la session de questions-réponses et il y a pas mal de questions. Donc, commençons tout de suite. La première était, quelle organisation va assurer la sécurité publique? À quel niveau? Au niveau des déchets, j'imagine? J'imagine. C'était pas précisé. Ça dépend encore une fois de votre organisation. On peut avoir un mélange des différents organismes. On peut prévoir l'intervention de la police, etc. En général, la responsabilité revient toujours donc au gestionnaire global, donc à vous, au niveau du plan national. Ce qui veut dire que vous pouvez vous appuyer sur les forces publiques, on va dire, sur éventuellement les gendarmes, la police, etc. Mais ça sera quand même à vous de mettre en place les mesures de protection. S'il faut ceinturer le site complètement, s'il faut prévoir un gardiennage régulier, on peut prévoir la mise en place de caméras notamment pour garantir la sécurité du personnel. Je préfère préciser que ces sites sont extrêmement dangereux. Merci de le rappeler. J'enchaîne avec une autre question. Comment est-ce que les sociétés nationales d'hydrocarbures peuvent-elles participer à la gestion des déchets? On l'a vu déjà, peut-être ces sociétés nationales d'hydrocarbures disposent donc de raffineries. Encore une fois, c'est intéressant de pouvoir échanger avec eux, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous. Ils ont sûrement des capacités de stockage déjà au niveau des déchets. Il est intéressant également d'échanger avec eux pour voir sur quels produits ils pourraient retravailler. On parlait de valorisation au niveau du gasoil, donc c'est une option également. Eux vont être beaucoup plus réticents en termes de données d'admission. Ils veulent savoir le pourcentage en eau, le pourcentage en sel pour ne pas fausser complètement leur process de raffinage.
Donc c'est intéressant de travailler sur ces sujets-là, hein. Il y a également le traitement des effluents de lavage. Il dispose à l'intérieur de la raffinerie de process de filtration, donc ils pourront traiter peut-être une partie des déchets issus d'une dépollution. D'accord. Concernant maintenant le transfert sur longue distance, est-ce que celui-ci risque d'amplifier l'impact? Oui, oui. En général, tout ce qui est transfert routier, j'ai essayé de parler de distance au niveau des stockages, car la notion de transfert routier, de toute manière, crée un impact. On va toujours essayer de réduire les distances entre les différents sites et surtout d'optimiser les modes de transfert. En gros, les distances, on va partir d'un petit camion entre les sites primaires et intermédiaires, et dès qu'on échange entre les intermédiaires et les solutions de long terme ou de traitement, on va essayer d'optimiser le transfert avec des camions beaucoup plus importants, beaucoup plus gros. Donc oui, il faut garder en mémoire que ça crée un impact, déjà au niveau de notre milieu, mais également ça aura un impact financier. Donc il faut y réfléchir sérieusement. Oui. Effectivement. Ensuite, une question sur le traitement à la chaux. Est-ce que celui-ci, combien de temps prend celui-ci pour constater une éventuelle efficacité? Le traitement à la chaux est presque immédiat, c'est-à-dire il faut préparer en amont, donc on va avoir un volume de chaux. Le ration en général, c'est un volume de chaux pour 3 volumes de terre polluée. Donc on a un terre-plein avec d'un côté un tas de terre polluée, un tas de chaux vive, et c'est une pelle mécanique qui va faire le mélange. Donc c'est un mélange mécanique et la réaction thermique est immédiate, hein, c'est-à-dire que on va voir des dégagements de vapeur, voire des démarrages de feu. Donc il faut vraiment maîtriser cette technique parfaitement. Après, on va dire pour être inerté, on parle d'inertage, qu'il y a toujours des parties de pétrole. Le sédiment n'est pas rendu propre pour un retour en milieu naturel. C'est-à-dire qu'on va inerter et qu'il restera une faible partie d'hydrocarbures dans les résidus. Par contre, je vous disais, l'action est pratiquement immédiate dans la journée, c'est terminé, et on peut prévoir la réutilisation du résultat de ce mélange dans des soubassements ou encore dans de la construction. Certaines personnes ont essayé de faire des briques ou des fondations, etc. Merci beaucoup. Ensuite, nous revenons à ta deuxième question. J'ai un commentaire qui dit oui, en théorie, mais est-ce que les moyens d'accompagnement existent? Alors, j'imagine que c'est relatif à l'identification des filières de déchets dans le PNIU. Les moyens d'accompagnement par rapport à l'identification? J'imagine. Donc, j'ai un peu de mal à saisir la question. J'espère que je vais répondre correctement. Les moyens d'accompagnement, vous pouvez vous faire aider, c'est-à-dire au niveau de l'identification de ces filières de traitement, il y a toujours une aide. On recommande, j'espère que je réponds bien à la question, on recommande justement de prévoir un groupe de travail qui connaît déjà un petit peu le sujet et qui va avoir le temps en amont, donc avant une dépollution, d'échanger là-dessus. Il y a différents organismes qui peuvent vous aider. On en a parlé au niveau du support international, des projets comme le WACAF, etc. Également, vous pouvez communiquer directement avec les différents ministères qui s'occupent déjà de ce type de traitement, tout ce qui est hydrocarbures, les filières, etc. Donc je pense que vous pouvez avoir un soutien. J'espère avoir compris la question. J'ai compris la même chose que toi, Frédéric. Ensuite, j'ai une question sur deux questions, à vrai dire, donc on va les regrouper sur les analyses. Quels sont les outils pour réaliser les analyses? Et une deuxième qui précise quelles sont les analyses qualité solide et liquide faut-il? Quelles sont les normes à respecter pour les installations réglementées ou non réglementées? Alors, on va commencer par les types d'analyse. En gros, vous pouvez avoir des kits d'analyse rapide, c'est-à-dire pour faire un échantillonnage, on fait un prélèvement, on fait un échantillonnage, et on va avoir une réaction de présence ou non
d'hydrocarbures dans cette analyse rapide. Donc là, par rapport à ces résultats-là, on sait si on doit intervenir ou pas au niveau du traitement. Après, si on veut vraiment des résultats précis, savoir quel est le pourcentage de pétrole dans le matériau, il faut en général passer en laboratoire. Donc où là, ils vont faire, en fonction de ce que vous leur demandez, ils vont faire des analyses beaucoup plus poussées, beaucoup plus détaillées, où vous aurez vraiment le pourcentage de chaque polluant. Et alors, pardon, peux-tu répéter la dernière partie de la question? Alors, la dernière partie, quelles sont les normes à respecter pour les installations réglementées ou non réglementées? Les installations de stockage, j'imagine. Alors, les normes, c'est toujours pareil. En termes de normes, il y a des principes surtout. Alors, vous avez des rejets. Tout ce qui est rejet, ça, c'est normé. Vous pouvez retrouver donc ces normes. On en parlait au niveau des conventions que vous avez soit ratifiées ou au niveau de la politique de gestion des déchets dangereux de votre pays. Donc, tout ce qui est normes de rejet, en termes de sécurisation de ces sites, c'est le bon sens en fait. C'est vous qui êtes responsable de ce qui peut arriver, donc c'est à vous de prévoir les moyens en fonction. Donc il y a quand même des distanciations au niveau du voisinage. En gros, ces sites vont causer sûrement une pollution sonore, c'est-à-dire que c'est un petit peu bruyant comme activité, ou également tout ce qui est rejet. Alors ça peut être odorant, ça peut être des fumées, etc. Donc il y a un minimum, encore une fois, je pense que ça dépend de certains pays. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut passer du temps pour identifier des sites qui sont un petit peu éloignés de tout. C'est-à-dire où on va causer le moins d'impact et vous aurez le moins de soucis avec la gestion du voisinage. Mais c'est un des points cruciaux dans le choix des stockages, c'est vraiment être sûr de ne pas être embêté et surtout d'embêter les autres. Effectivement. Ensuite, j'ai une question sur le coût du processus de collecte et de traitement des déchets qui s'avère, on l'imagine, très cher. Quelle est la part de responsabilité du pollueur? Bonne question. En général, on essaye d'appliquer le principe de pollueur-payeur. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que de toute manière, l'armateur, etc., si c'est une pollution en mer, va avoir des représentants sur place, soit des représentants des assureurs, etc. Donc, il faut échanger avec eux, il faut être clair sur ce que l'on prévoit de faire ou pas. Eux, ils ont des notions de coût de traitement, ils connaissent en général que vaut le coût de traitement d'une tonne de sédiments, etc. Donc, c'est toujours pareil. Ils vont vous donner une appréciation de ce qu'ils estiment correct, juste. Si vous êtes cohérent, c'est-à-dire si vous prévoyez des actions qui sont adaptées, cohérentes, qu'il n'y a pas d'abus, ils n'ont pas de raison de refuser de vous rembourser. Par contre, ils auront un avis à formuler. Il faut au mieux, en général, écouter cet avis. Ce que je recommande quand même, c'est d'échanger avec eux, d'être clair, vraiment transparent sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et des estimations de coûts. Comme ça, vous pouvez avoir un aval financier très rapide et ça évitera des discussions plus tard. Je complète en vous renvoyant également vers les conventions de responsabilité et d'indemnisation internationale qui feront l'objet d'un prochain webinaire un peu plus tard cette année. Nous arrivons bientôt à la fin du temps. Il me reste encore des questions. Frédéric, j'en ai encore une. Quelle est la place des instituts de recherche dans la chaîne de traitement des déchets? Les instituts de recherche, de toute manière, travaillent, hein, bon, s'ils ont une mission là-dessus, mais travaillent également sur la valorisation. On essaie toujours d'améliorer ces principes de valorisation des déchets, hein. Pour l'instant, la part de valorisation est relativement faible. Donc, on essaie justement d'inclure ces matériaux. Je vous parlais de construction. On essaie de faire des briques avec. Pour l'instant, le coût est supérieur à une brique normale et surtout, il y a une résistance dans le temps qui est moindre. Donc, tous ces instituts de recherche travaillent sur comment améliorer, en général, tout ce qui est valorisation de ces déchets. Effectivement.
Je pense qu'on va terminer avec cette question. Que signifie l'inertage en termes physiques? Est-ce une réaction avec l'eau ou avec les hydrocarbures? En réalité, quelle est son efficacité sur les hydrocarbures? Oui, sur les hydrocarbures. En gros, on parle d'inertage quand on a fractionné l'hydrocarbure et qu'il n'est plus contaminant. C'est-à-dire, il y a toujours une présence de particules d'hydrocarbures dans le résidu, mais il est beaucoup moins polluant. On ne peut pas parler de traitement définitif, parce que dans ces cas-là, il n'y a aucun résidu d'hydrocarbures. C'est souvent le problème avec la stabilisation à la chaux. On pense qu'on a un produit complètement neutre, mais il reste quelques infimes particules de pétrole dedans. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. On ne peut pas le remettre dans le milieu naturel directement. Et notamment si on l'utilise dans des soubassements, dans des choses comme ça de création de routes, on est obligé de l'envelopper pour pas qu'il y ait d'infiltration, aussi faible soit-elle, au niveau de l'environnement. Donc inerter va le rendre moins polluant. Par contre, il y a toujours de ces particules présentes. Merci beaucoup. Je termine juste sur une question. Est-ce que vous pouvez nous partager un draft de traitement de déchets? Pas vraiment de draft tout prêt à partager. Simplement, je vous renvoie vers les différents documents qu'on a mis en partage sur ce webinaire. Il y a des guides qui ont été élaborés par l'IPIECA, par le CEDRE, par POSO et par ITOP pour complémenter les deux présentations qui vous sont également proposées en téléchargement de Frédéric aujourd'hui. Nous avons déjà dépassé le temps imparti, donc nous allons nous arrêter là. Je remercie chaleureusement Frédéric Marignac pour ses présentations et ses nombreuses réponses à vos questions aujourd'hui. Encore une fois, il a renouvelé sa participation au webinaire du GIE WACAF, ça nous fait très plaisir. Merci. Je remercie également ma collègue Émilie qui nous a accompagnés tout le long de cet événement en coulisses. Et enfin, merci à vous tous pour votre engagement, vos nombreuses questions et votre intérêt pour les webinaires du GIE WACAF. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le prochain webinaire du GIE WACAF sera dédié à l'utilisation des dispersants. Ça se passera le mois prochain, donc restez connectés sur notre page LinkedIn, notre site internet pour plus d'informations. Je vous remercie encore toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.